Bienvenue, Monsieur Brizois, bienvenue à Merci. tous. Donc, ce webinaire est organisé par le Club entrepreneuriat de l'association Elite qui travaille en fait au niveau de l'excellence en fait africaine, que ce soit au niveau de la diaspora que dans les pays directement en Afrique. Aujourd'hui, nous souhaitons explorer le fonctionnement de la bourse régionale de l'Afrique de l'Ouest et comment elle peut être un levier pour vos investissements en Afrique et en Afrique de l'Ouest essentiellement, profiter de la dynamique de la région pour pouvoir investir. Pour ce sujet est important, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Philippe Brizois, un expert reconnu en fait des marchés financiers africains. Monsieur Brizois est titulaire d'un master en comptabilité et en finance. Il a commencé sa carrière chez Deloitte et où il a développé une expertise en audit et conseil financier et dans des secteurs aussi variés que la banque, les télécommunications, l'agro-industrie. Par la suite, il a pris des fonctions de direction au Rwanda, notamment comme CFO, donc directeur financier, et également CEO, où il a supervisé la restructuration de certains secteurs stratégiques comme les télécommunications, l'industrie des jeux. Et depuis 2014, si je ne m'abuse, M. Bizwa occupe donc des postes de direction au niveau de la BRVM, où il est actuellement directeur du développement et de la gestion des projets. Il joue également un rôle clé dans la modernisation en fait du marché. Il pourra nous l'expliquer tout à l'heure, le rôle précis, ce qu'il fait au quotidien. Mais de façon générale, son parcours en fait par des responsabilités à travers plusieurs secteurs et régions, donc ce qui permet d'être une référence en fait incontournable dans le domaine des marchés financiers africains. Nous sommes ravis de vous accueillir, Monsieur Bizwa. Et pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai avec moi Katia, qui est la responsable du comité investissement du club. Et nous allons directement passer la parole à M. Bizwa pour nous parler un peu de son parcours et de son rôle actuel au sein du marché des capitaux et surtout du marché financier. Merci beaucoup, chers amis, chers frères, chères sœurs de la diaspora, de penser à ce qui se fait de bien dans notre continent, en Afrique, et à préparer de là où vous êtes, de votre position, comme on dit, euh, depuis un moment, à faire les choses de façon vertueuse. Écoutez, moi, bon, vous avez déjà dit l'essentiel sur mon parcours. Je voudrais simplement ajouter que j'ai beaucoup travaillé sur des dossiers assez complexes, hein. Depuis le début de ma carrière, je m'appelle un peu, je me fais appeler ainsi un casseur de rochers. Les morceaux, toujours les activités complexes me tombent sous la main, je ne sais pas pourquoi. Euh, on essaie toujours de s'en sortir. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous entretenir à cette croisée des chemins géopolitiques entre, quand vous suivez bien l'actualité, il est temps de prendre un certain nombre de décisions concernant l'avenir de notre continent. Et le fait que vous avez choisi de mieux comprendre, découvrir et mieux comprendre le fonctionnement de la bourse vient vraiment au point nommé, parce qu'il s'agit d'un aspect de l'économie, de la macroéconomie, de la microéconomie, qui n'a pas encore été vraiment bien maîtrisé, bien compris, bien exploité à sa juste valeur par la communauté africaine principalement. Euh, donc, voici juste l'entrée en matière que je voulais faire, hein, avant que, éventuellement, selon votre programme, on puisse aller dans le vif du sujet. J'ai préparé une présentation que je vais partager avec vous. Et puis, ça pourrait servir de base de discussion, d'approfondissement, éventuellement. D'accord. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Katia, tu veux ajouter un élément avant qu'on nous laisse la parole à notre speaker, justement, pour la présentation du thème? Oui, je veux remercier encore l'intervenant pour sa disponibilité. Merci d'avoir répondu à notre appel. On veut souvent investir en bourse, mais on ne connaît pas vraiment comment ça fonctionne, comment ça marche, comment être rentable sur le marché boursier. Donc, je pense que ce webinaire va nous servir à mieux appréhender la bourse et pourquoi pas aussi pratiquer directement l'investissement boursier. Il va durer 1 heure, normalement, si je me trompe pas, Brice. Et les questions, moi, je m'occupe de lire les questions dans le chat, donc n'hésitez pas
à poser vos questions de manière instantanée. Et du coup, moi, je remonterai au fur et à mesure. Voilà, c'est ce que je peux rajouter. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, on laisse la parole à M. Kissoa pour sa présentation. Ouais. Ok, juste une question. Vous êtes tous à Paris, vous êtes en Europe, c'est dans le monde entier? Là, c'est dans. Géographique des membres de l'association. Alors, ce qu'on va faire, ce sera plus intéressant. Est-ce que quelques-uns peuvent prendre la parole de votre position? Je sais que c'est sur la France. Voilà. Ou bien dans le chat, vous pouvez répondre. Hein, voilà, comme ça va permettre. Ce serait bien que je sache un peu à qui j'ai affaire pour pouvoir articuler, choisir les thèmes, les thématiques. Si on peut faire juste un rapide tour de table. Hein, hein, position, activité, juste ça, quoi, pour pas qu'on rentre dans tout le CV. Sinon, Ouais. on risque d'y passer toute l'après-midi. Si on n'est pas très nombreux, on peut faire cela pour que j'ai une idée. Oui, Voilà. c'est près d'une vingtaine de participants. On peut le faire rapidement. Bon, je pense qu'ils écrivent un peu, ils écrivent sur le côté. OK. Donc je lis Paris. Donc, Katia, je te laisse regarder, c'est ça? Oui, oui. Ouais. Donc, il y a Paris, il y a le Nigeria. Et après, les métiers des consultants en financement, des consultants oui, chez EY, donc du coup, les comptables. OK. Ouais, D'accord. expert comptable, il y a un expert comptable. Un OK, bah, consultant consultant data. data, business manager. OK. OK. D'accord. On OK. a Super. aussi les États-Unis avec OK. Phoenix en Arizona. Ouais. D'accord. Kinshasa aussi. OK. D'accord. Bien, bien vu. C'est un bon parterre. C'est un auditoire qui s'y connaît déjà en termes de finances parce que ce que je vois comme parcours ici, vous avez plus ou moins touché à la finance au niveau du master, au niveau des autres niveaux que vous avez certainement atteints. Maintenant, alors, ici, il est question de pratique et on va y aller. Donc, je vais essayer de récupérer mon document. Hop, 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 hop. La présentation que nous avons préparée va s'articuler autour de 4 points. Je pense qu'il est important de savoir de quoi on parle. Quand on parle de bourse, d'où est-ce que ça vient, quel est le rôle de la bourse, et où est-ce qu'on va, et quel est son positionnement dans l'économie. Ensuite, dans l'économie, son positionnement dans l'économie, nous verrons en deuxième point quels sont les différents éléments dans l'écosystème économique là, qui ont un impact sur la vie boursière des investissements. Parce que vous devez savoir que l'investissement, il faut le prendre comme un organisme vivant qui naît, qui grandit, qui se conserve et qui meurt un peu plus tard en fonction d'un certain nombre de paramètres et des décisions que les différents acteurs peuvent prendre. En troisième lieu, nous verrons la, la BRVM, son historique et l'évolution de ses principaux indicateurs. Et nous terminerons par un certain nombre d'éléments, d'aspects concernant l'investissement en bourse. Voilà le plan que je propose pour dérouler notre séance de travail cet après-midi. Il va sans dire qu'il s'agit d'une première prise de contact. C'est vrai qu'il y aura une session de questions-réponses. Nous allons essayer d'apporter les éléments de réponse à certains points que vous pourrez soulever, peut-être aujourd'hui, peut-être plus tard dans le fil de notre collaboration. Merci d'avoir choisi la BRVM et bienvenue à bord. La bourse, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la bourse? D'où vient-elle? Alors, pour répondre à cette question, je dirais que la bourse est née déjà au XVe siècle en Europe, plus précisément en Belgique, et s'inscrit vraiment dans le cadre d'activités commerciales. Parler du XVe siècle, ramené à aujourd'hui, ça veut dire que la bourse, de façon globale, a une existence de plus de 600 ans. Je veux dire, un instrument, un marché qui a survécu à beaucoup de situations, qui est résilient. Vous voyez la durée de la bourse. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, les marchés financiers imposent souvent leur rôle, leur rythme à l'économie mondiale. C'est ce que souvent on a l'impression de voir quand on suit l'actualité. Euh, tout respire autour de la bourse, notamment dans les grands pays, aux États-Unis, en Europe. Vous voyez que chaque jour, il y a pratiquement une fenêtre, une lucarne qui est toujours ouverte sur les marchés financiers, que ce soit le matin en début de journée, à midi et en clôture de journée, la bourse est omniprésente dans la vie. Et pourquoi? Parce que effectivement, la bourse est étroitement liée à la croissance des échanges commerciaux à travers le monde. La bourse, c'est quoi? C'est le lieu où s'achètent et se vendent différents types d'actifs.
On peut parler des matières premières, de produits agricoles, de valeurs mobilières, des devises. Il faut savoir que sur la bourse, vous avez d'un côté des demandeurs actifs et de l'autre côté des offreurs d'actifs. Donc, la conjonction de ces deux groupes fait naître ce qu'on appelle la valeur transigée. Une fois que les quantités et les prix s'accordent, nous avons une transaction. Donc, la bourse, c'est un grand marché, il faut le voir comme ça. C'est un grand marché qui est spécialisé dans la négociation d'un nombre d'actifs dans le monde. Et ces actifs-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour rappel, elles peuvent être constitués de matières premières, elles peuvent être constitués de produits agricoles, elles peuvent être constitués de devises et de valeurs mobilières. En ce qui nous concerne, aujourd'hui, il s'agit pour nous, la bourse, il faut comprendre cela comme un grand marché des capitaux. Un marché des capitaux dit, parle d'argent, d'actifs, d'immobilisation, d'actifs immobilisés et intangibles, comme les actions et les obligations. Alors, c'est un marché où on peut à la fois soit ou bien lever des fonds, et c'est un marché où on peut investir. Donc, à ce qui nous concerne ce soir, cet après-midi, on parlera plus d'investissement. Il y a différentes définitions d'investissement. Pour le besoin de nos travaux, pour rendre les choses simples, j'ai choisi cette définition-là qui, à mon sens, couvre tous les éléments qu'on pourrait, je vais dire, qui nous intéressent cet après-midi. Il faut savoir que l'investissement est une opération financière qui consiste à placer de l'argent dans un projet ou une entreprise en vue de réaliser un bénéfice. Il peut prendre différentes formes, hein, telles que l'achat d'obligations, d'actions, d'obligations, des biens immobiliers ou encore la création d'entreprises. Tout ça, c'est un investissement. Ce soir, c'est l'investissement en actions et l'investissement en obligations avec le dérivé qui est l'investissement dans une entreprise qui nous concerne. L'action, c'est quoi? L'action consiste vraiment à investir en actions, consiste à acheter des actions d'une entreprise en vue de réaliser un bénéfice sur la plus-value et les dividendes. Quand vous achetez l'action d'une entreprise, vous devenez propriétaire d'une partie de l'entreprise. Donc, en échange de cette action, vous vous attendez à recevoir les bénéfices de la société et également sous forme de plus-value, sous forme de dividendes. L'investissement en obligations, c'est vraiment de la dette qui est contractée, de la dette à long terme, hein, qui est contractée par les États, bien par des entreprises qui veulent réaliser un certain nombre d'investissements. Donc, pour ce faire, elle s'adresse au marché financier et celui qui achète, l'investisseur qui achète des obligations devient un créancier de l'entité qui a émis la dette. Donc, en échange de l'investissement en obligations, qui est une dette à long terme, l'investisseur s'attend à recevoir non seulement le remboursement de sa mise de départ, plus les intérêts. Ensuite, l'investissement dans une entreprise peut se faire à travers ces deux éléments, en action et en obligation. Il faut savoir que tout type d'investissement est risqué. Et ici également, il y a un certain nombre de risques qui sont liés à l'investissement sur le marché financier. Mais ces risques-là sont bien gérés, bien encadrés par un certain nombre de procédures, par un certain nombre de techniques, par un certain nombre de mécanismes. Nous le verrons dans la suite de nos travaux. Alors, pour faire simple, de forme caricaturelle, il y a des synonymes concernant l'investissement. Vous regardez bien, 3% des répondants pensent que l'investissement, c'est un placement. 22%, il raisonne en termes de capitalisation. 16% en termes de financement. Quand vous additionnez les trois, là, vous êtes entre 55 et 71% qui répondent dans des thèmes, des thématiques qui se rapportent au marché financier. Donc, l'investissement, le noyau de l'investissement, c'est l'investissement qu'on fait sur le marché financier. C'est à cela que je voudrais attirer votre attention. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, les achats économiques sont divers, hein. Vous avez les particuliers comme vous et moi, vous avez les entreprises commerciales, les entreprises publiques, les institutionnels, qui sont les banques, les assurances, les fonds de pension, ceux que vous connaissez, qui ont un certain nombre de liquidités, qui ont un certain nombre d'épargne et qui cherchent à faire des placements rentables. Donc, ces placements rentables peuvent se faire au niveau d'une banque, comme peuvent se faire aussi sur une bourse. Ici, en ce qui nous concerne, c'est la bourse. Donc, cette épargne-là, pour nous, transite par, je vais dire, par la bourse, par le mécanisme que nous avons des instruments financiers que j'ai décrit tout à l'heure, à savoir les actions et les obligations, qui sont investis directement dans un certain nombre de projets. Ces projets peuvent concerner le financement des infrastructures de base, le financement des infrastructures de production agricole et industrielle, le financement des entreprises en croissance. Là, nous sommes carrément dans le cœur de l'économie. Elle peut également venir contribuer à la création des richesses et au partage des richesses. Donc, la bourse ici, il faut le comprendre comme un élément au centre de l'économie.
et qui permet, contrairement à la banque où vous faites un financement intermédiaire, au niveau du marché financier, le financement est plutôt des intermédiaires. Ça veut dire qu'ici, les agents économiques s'adressent directement au marché pour se financer. Alors, vous avez ici, à droite, au nom, dans notre jargon, le financement est égal à l'investissement dans tous ces actifs qui sont là, qui sont différentes classes d'actifs. Nous verrons un peu plus tard en dessous. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai présenté un écosystème. L'investissement, il vit. C'est comme une cellule qui vit quelque part. Et cet écosystème-là, il est caractérisé par un certain nombre d'indicateurs. Ici, l'indicateur le plus important qui permet de mesurer l'activité économique, les performances économiques d'un État, c'est le PIB. Vous le savez autant que moi. Ce tableau est un tableau du FMI à fin juillet, nous donne un aperçu du potentiel économique qui existe dans l'environnement dans lequel la bourse évolue. Quand vous regardez ici, le PIB de l'Afrique subsaharienne dépasse de loin l'ensemble du PIB dans les pays développés, notamment les États-Unis, la zone euro, le Moyen-Orient et autres, et se rapproche plus du PIB des pays émergents et en développement. La tendance vers laquelle l'Afrique dans son ensemble essaie d'étendre. Alors, l'écosystème, ce que vous devez savoir, c'est que l'écosystème de l'investissement est influencé par une combinaison de facteurs, tels que les conditions économiques, c'est ce que je viens de dire là, et les conditions de marché et les taux d'intérêt. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de l'Afrique subsaharienne, je n'ai rien dit par rapport de l'UMOA. Il faut comprendre que ce tableau nous donne un élément, quel est le comportement de l'UMOA dans l'UMOA en termes de PIB. Quand vous regardez bien ces courbes-là, vous voyez que la croissance du PIB dans notre région UMOA est la plus forte au monde, quelles que soient les circonstances, quels que soient les chocs, notamment la période inflationniste qu'on vient de traverser, n'a pas dérogé à la règle. Vous voyez le trait rouge qui est en haut là, ça démontre la croissance, l'évolution du PIB de la zone de Moa. Ceci recèle toutes les richesses qui existent dans notre zone. Alors, ici, je veux vous montrer que la bourse est directement liée et corrélée vraiment au développement économique, notamment à la croissance du PIB. Je vous ai dit tout à l'heure que la bourse a plus de 600 ans. Elle a traversé beaucoup de chocs, notamment des crises financières, des bulles, tout ce que vous pouvez comprendre, des crashs boursiers, ainsi de suite. Mais la bourse est toujours là. Le PIB aussi, évidemment, les pays n'ont pas disparu. Ce tableau nous donne une croissance comparée du PIB et de la captation boursière. Vous verrez ici que malgré les chocs que la bourse a connus, que les économies ont connus, les bourses, la captation boursière s'est accrue plus rapidement que le développement économique de certains pays. Ceci nous montre la résilience à travers les temps des marchés financiers. Le tableau précédent nous a arrêtés en 2022. En 2023-2024, cette tendance de résilience se poursuit. Vous avez ici dans le tableau qui est en bas au niveau de l'Afrique, vous avez l'évolution de l'indice entre le 31 décembre 2023 et le 30 août 2024 de la BRVM, qui se situe vraiment dans la tendance mondiale de la croissance des principales bourses dans le monde. Vous voyez là, au niveau de l'UMOA, nous sommes à fin août, sur la période du 31 août et 31 décembre 2023 au 30 août, à une croissance de l'indice composite de 18,5%. En termes simples, ça veut dire si quelqu'un a épargné, a déposé une épargne, un montant sur la BRVM en termes d'investissement, sur cette période du 31 décembre de 2023 au 30 août, qui n'a pas retiré cet argent, le rendement qu'il a eu cette période-là, c'est de 18,45%. C'est ça la définition simpliste de ce tableau. Les taux que vous voyez ici, les taux de rendement que vous voyez, vous donnent la performance des marchés. L'indice ici que vous voyez, c'est un indice composite qui prend ensemble l'ensemble de toutes les sociétés qui sont cotées et qui vous donne la tendance, la performance en linéaire sur cette période-là. Alors, qu'est-ce qui vraiment explique cette performance de la BRVM? Avant d'arriver aux chiffres, nous allons d'abord parler de l'historique. Il faut savoir que la BRVM, c'est une belle fille qui a plus de 25 ans. L'espérance a commencé, comme vous le voyez sur ce tableau-là, depuis 1996, mais les premières opérations ont été vraiment, je vais dire, ont été réalisées le 16 septembre 1998. Et les principes retenus vraiment, c'est les standards internationaux.
la bourse a été construite sur les standards internationaux, à savoir protéger les épargnants, garantir l'équité, l'efficacité et la transparence des marchés, réduire les risques systémiques. Les principaux objectifs assignés que nos chefs d'État, les dirigeants d'alors ont assigné au marché, c'est d'aider à diversifier les moyens de financement des entreprises, à réduire les coûts d'intermédiation et les coûts de financement, et à relever le taux d'épargne financière et l'accroissement de l'offre de capitaux à long terme. Alors, du point de vue du marché, il faut savoir que le marché financier régional, c'est un écosystème public et privé. Au niveau public, vous avez un organe de régulation qui véritablement est le gendarme de la bourse, pour parler trivialement, qui s'assure que tous les standards internationaux, nationaux, tous les standards régionaux sont respectés et que tous les acteurs agissent dans le cadre de l'intégrité du marché. Vous avez un pôle privé où vous avez deux groupes d'intervenants. Vous avez les structures centrales dans lesquelles il y a la bourse, qui est le marché, qui est le lieu où s'échangent les actifs. Et vous avez le dépositaire central, banque de règlement, qui est vraiment la banque du marché où se dénouent les opérations qui ont été conclues sur la bourse. Le dénouement, il est à la fois physique et, bon, évidemment, dématérialisé et financier. De l'autre côté, pour accompagner, faciliter tous ces échanges, vous avez les intervenants commerciaux dont la tête de pont se trouve être les sociétés de gestion d'intermédiation. Ce sont en fait des courtiers. Mais leur appellation dans notre environnement, c'est les sociétés de gestion et d'intermédiation. En termes de positionnement international et continental, il faut savoir que la BRVM a intégré l'Association mondiale des bourses en 2021, après 10 années d'efforts. Ce n'était pas évident, mais la BRVM y est. Et la BRVM occupe, depuis septembre 2023, la 5e place en Afrique, qui compte environ une trentaine de bourses. La BRVM arrive après la bourse de Johannesburg, la bourse de Casablanca, la bourse du Nigeria, la bourse d'Égypte et avant la bourse de Nairobi, de Tunis, de Maurice, l'île Maurice, du Ghana et de la Tanzanie, pour ne citer que ceux-là. Alors, qu'est-ce que tous ces travaux préparatifs, préparatoires ont permis d'atteindre? Nous allons juste voir l'évolution de notre marché sur les 10 à 15 dernières années. Alors, nous avons ici déjà, comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une évolution exponentielle et résiliente. Dans un contexte macroéconomique marqué par divers chocs, dans un contexte également du marché marqué par des réformes et événements majeurs, que sont le passage à la consommation continue. Il s'agit des termes qui sont dans notre jargon. Ça veut dire le passage à la consommation continue. Ça veut dire qu'une fois que le marché ouvre, il y a un certain nombre d'opérations qui se font en continu, en ininterrompu, sur une plage temporaire, une plage horaire. Et il y a également un certain nombre d'opérations capitalistiques, les fractionnements et commerciales, la promotion du marché au niveau régional, au niveau international, et la collaboration avec les acteurs majeurs. Toutes ces stratégies, cette débauche d'énergie, de travail et d'organisation a permis de réaliser un certain nombre de performances, notamment sur le marché des actions, le premier tableau que vous voyez en haut, sur la période de 2012 à 2023, le nombre de sociétés cotées est passé de 37 à 46. La capitalisation boursière, ça veut dire la valeur des marchés, la valeur marchande des sociétés qui sont cotées, est passée de 4 031 milliards en 2012 à 7 967 milliards en 2023. Le tableau d'en bas vous donne l'évolution du marché obligataire. Vous vous rappelez, je vais parler de l'obligation tout à l'heure, qui est un financement à long terme, qui est un endettement. En 2012, on avait 29 emprunts obligataires qui étaient cotés à la bourse pour 832 milliards de francs CFA de capitalisation. En 2023, le chiffre de titres cotés est passé à 133 pour 10 302 milliards de francs CFA de capitalisation. Alors, le tableau, quand vous avancez, le premier tableau vous donne carrément ici une tendance haussière, quels que soient les chocs que le marché a rencontrés. Ici, vous donne, lui traduit la résilience de ce marché-là. Quand vous tracez une ligne de 2012 en 2023, vous verrez que cette liste est ascendante. Cette ligne est ascendante. Donc, la tendance est haussière.
évidemment, cette tendance haussière est marquée par des baisses, des hausses. Et c'est comme ça que le marché fonctionne. Ce sont ces mouvements-là qui créent de la valeur sur le marché. Et comme on le verra plus tard, ces mouvements doivent être exploités par les courtiers pour pouvoir créer de la valeur dans le portefeuille des investisseurs. Donc, quand la bourse descend, ce n'est pas la fin du monde. Quand elle monte également, ce n'est pas la fin du monde. C'est le fonctionnement normal du marché. Mais la tendance globale sur la période, elle est haussière. De 2012 à 2023. Il y a eu un certain nombre d'activités, vous le voyez en bas, d'activités stratégiques, des partenariats qui ont été signés avec des bourses internationales, notamment le Nasdaq, la Johannesburg Stock Exchange, le London Stock Exchange, Bloomberg, Definitive Europlace, la bourse de Luxembourg, pour tout ce qui est finance verte, et ainsi de suite. La BVM s'est dotée, et je pense que c'est de façon unique, hein, d'une chaîne de télé en ligne, la BVM TV, et elle a également développé la bourse en ligne pour permettre à tous les acteurs, à tous les participants du marché d'avoir accès aux données, aux informations sur le marché. Alors, pour faire court ici, là-bas, c'était le graphique. Ici, je vous donne des chiffres relatifs. Le nombre de sociétés s'est accru de 24%, de sociétés cotées depuis 2012. La capitalisation boursière s'est accrue de 98%. Le nombre de lignes obligataires, 359%, les chiffres que je donne tout à l'heure, mais en termes relatifs. La capitalisation boursière, plus de 1139%. Le volume de transactions par jour, plus de 140%. Les valeurs journalières de transactions, plus 173%. Alors, vous avez juste à droite ici l'évolution, les performances de l'indice composite sur des placements dans différents horizons. À 1 an, plus 1,38%. À 5 ans, plus 34,48%. À 12 ans, plus 28,56%. Et à 20 ans, 144%. Quand vous regardez ici, plus la maturité s'allonge, plus les rendements sont élevés sur la bourse. Le tableau d'en bas vous donne ici une idée non, à gauche, vous donne ici une idée des maturités et des taux d'intérêt perçus sur les obligations, sur les investissements dans les emprunts obligataires qui sont des dettes. Quand vous comparez, si vous voyez les emprunts souverains, ce sont les emprunts d'État. Quand l'État de Côte d'Ivoire, par exemple, a besoin de lever des fonds pour faire des routes, elle s'adresse au marché et la maturité moyenne ici, c'est de 8,39 et le taux d'intérêt moyen, c'est 6%. Les emprunts de relations régionales, vous avez les banques, par exemple la BOAD, qui est une banque régionale, qui également intervient sur notre marché. Vous avez le secteur privé, des sociétés privées qui interviennent avec des taux d'intérêt moyens qui sont là affichés. Et à comparer au taux de dépôt à terme que vous connaissez, que nous tous on connaît dans les banques, j'avoue qu'il n'y a pas de commentaire à faire en termes de rendement sur des placements sur les actifs financiers. Évidemment, cette performance ne peut pas laisser des investisseurs rationnels indifférents. Donc, vous voyez, les camemberts nous donnent la composition des investisseurs sur la bourse. Les institutionnels, évidemment, en termes de catégorie d'investisseurs, les institutionnels qui composent des banques, des assurances, des sociétés commerciales, des sociétés d'État, se retrouvent dans ce groupe-là, les institutionnels qui investissent en bourse. Vous avez des fonds qui sont des fonds d'investissement qui sont, je vais dire, répertoriés soit en Côte d'Ivoire, en Afrique, bien ailleurs dans le monde, qui investissent également et représentent 25% de la catégorie en termes de catégorie d'investisseurs. Et les particuliers comme vous et moi représentent 20% environ, 21% des investisseurs sur notre marché. En termes de localisation géographique, il faut dire que la majorité, à 76%, réside dans l'UMOA. Et nous avons, suivant dans l'ordre, les États-Unis, 10,28%, l'Europe, 7,26%, en Afrique, hors de l'UMOA, 6%, et dans les autres régions du monde, 5%. Ça veut dire que le marché est présent partout. Nous avons des investisseurs partout dans le monde. Et ça, c'est le comportement, je vais dire, c'est un rassemblement d'investisseurs rationnels qui ont compris que notre marché est rentable. Comment investir en bourse alors pour pouvoir bénéficier de ces performances inhabituelles? Vous voyez que dans certains pays, les autorités cherchent des croissances à 2 chiffres et autres. Ces croissances à 2 chiffres sont largement dépassées sur notre marché. On voit souvent qu'à 4 chiffres de croissance. Et c'est comme ça. Et c'est des chiffres qui sont rationnels. Vous pouvez vérifier un peu partout. On vous a donné des slides, des bourses dans le monde. Vous pourrez prendre le temps après de vérifier. La BFM est dans la tendance. Alors, comment profiter de cette panoplie de rendement, de performance
dans vos portefeuilles, là où vous êtes en termes d'investissement, d'investissement. Alors, il faut savoir que les décisions d'investissement sont souvent influencées par une combinaison de facteurs, tels que l'objectif de l'investisseur, le profil des risques, ainsi de suite. En psychologie, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'événements qui influencent la décision d'investir, notamment la peur de tout perdre, la peur de ne plus rien maîtriser. Tous ceci sont des facteurs qui concourent vraiment à rendre souvent l'investissement en bourse un peu complexe. Mais il y a une étude qui a été réalisée par ces institutions-là qui montre que le potentiel d'investissement est encore intact. Et le potentiel des richesses que peut créer la décision d'investir est encore intact. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous verrez ici qu'ici, on fait un clin d'œil au genre. Ce tableau nous montre un peu le comportement différencié entre une femme et un homme vis-à-vis du marché. Et on a dit, évidemment, il y a d'autres concepts. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous remarquez bien, il y a beaucoup d'activités qui se font autour du genre, parce qu'on se dit que le potentiel que représente le genre en termes d'investissement et dans les marchés des capitaux n'a pas encore été pleinement exploité. Donc, c'est une invitation aux gens de s'intéresser davantage au marché financier. Avant de rentrer dans les détails de comment investir, j'ai voulu partager avec vous l'expérience de Warren Buffett. On ne peut pas parler d'investissement en bourse. Une fois qu'on passe à investissement en bourse, le premier réflexe qui vient, Warren Buffett, qui est une icône en la matière. C'est vrai, il est vraiment à des extrêmes. Quand vous regardez les montants qui sont là, ça n'a rien à voir vraiment avec ce à quoi on doit s'attendre. On pourrait s'attendre sur notre marché parce qu'on n'est pas sur les mêmes, je vais dire, les mêmes éléments de mesure. Le marché américain, le marché international, les grandes places financières américaines, européennes sont à des années-lumière, souvent en termes de volume, en termes de positionnement, en termes de choses de nos marchés. Mais ce que j'aimerais partager ici avec vous, c'est le comportement, c'est la tendance, ça veut dire la patience, c'est les leçons que Warren Buffett a tiré à chaque fois, à chaque étape de son parcours d'investisseur en bourse. D'abord, il faut savoir qu'il a commencé à 11 ans. Et en fait, cet élément de Warren Buffett m'a attiré mon attention parce qu'il fêtait récemment, je crois, dans le mois de juillet ou août, il a fêté ses 96 ans. Il est encore vivant. C'est un contemporain. Alors, il a commencé à investir à 11 ans avec 38 $, ça fait 20 000 francs environ. Et les premiers secousses ont commencé. Il a été pris de panique parce qu'il a acheté des cours, des titres, 6 titres à 38 $ l'action. Et quelques jours après, l'action a baissé, le coût a baissé à 27 $. Mais en temps, lui, pris de panique, il a vendu ses actions. Mais quelques jours après, ces mêmes coûts qui étaient passés à 27 $ sont revenus à 40 $. Pour passer après à 200 $. Donc, il a compris la leçon qu'il faut être patient sur le marché. C'est cet élément de patience que je voulais partager avec vous. Ensuite, comment il a construit progressivement sa fortune? Il est devenu millionnaire à 30 ans, millionnaire en dollars, évidemment, et milliardaire à 56 ans. Tout ça, ça traduit la patience. Et ça traduit le long terme. Et à chacune de ces expériences, il a tiré une leçon qu'il a bien voulu partager avec nous. La première, dans la patience en termes de résilience sur le marché, c'est qu'on peut tout détruire en se précipitant prendre des décisions sur le marché financier. Il faut être patient sur le mouvement. Deuxièmement, devenir millionnaire à 30 ans et milliardaire à 56 ans, il nous dit ici que la bourse est un moyen qui permet de transférer de l'argent des patients aux patients. C'est toujours de la patience. Construire progressivement son portefeuille. En mars 2008 jusqu'en mai 2022, Warren Buffett est vraiment s'est hissé dans le peloton des têtes des hommes les plus riches de la planète. Et il y a des noms que vous connaissez. Mais ce monsieur, sa richesse s'est bâtie totalement sur la bourse. Et il a fini par dire, dans sa dernière citation, en 2022, que son horizon d'investissement préféré a toujours été pour toujours. Ça veut dire qu'il rentre sur le marché, il y est pour toujours. Il ne vient pas sur le marché pour faire une opération, je veux dire, instantanée, gagner beaucoup d'argent puis repartir. C'est un sacerdoce qui s'est donné. Il y croit jusqu'au bout, quelle que soit la situation. Et ce que je voudrais, sur ce que je voudrais tirer votre attention, que je n'ai pas noté ici, c'est que Warren Buffett a toujours gagné de l'argent pendant les crises financières. Et la période même où tout le monde a tendance à quitter le marché, lui est toujours resté, il a toujours joué, il a toujours, je vais dire, investi sur le bon coup. Alors, lui, c'était un extrême.
Warren Buffett, c'est un autre niveau. Mais j'ai bien voulu partager ce slide avec vous pour attirer votre attention sur des gens que vous rencontrez souvent en Europe, et précisément dans les pays qui reçoivent beaucoup de touristes, beaucoup de vacanciers, les grandes places, Paris, à Londres, Madrid et autres. Vous avez souvent rencontré des Asiatiques qui se baladent avec des drapeaux, ainsi de suite. Ça, c'est la classe moyenne supérieure en Asie. Cette classe moyenne supérieure, comme vous le savez, elle est issue du communisme. Et le système économique en Chine, en Asie, essentiellement, il est capitaliste. Donc, la plupart des classes moyennes chinoises ont constitué leur patrimoine financier à partir de deux choses: l'immobilier et le potentiel, et les marchés financiers. C'est ce qui leur permet véritablement de vivre dans certain, je vais dire, de pouvoir profiter véritablement de la vie, de pouvoir réaliser le rêve de leur vie. Voilà. Donc, ces personnes-là, je veux dire, cette classe moyenne s'appuie essentiellement sur le marché financier et sur l'immobilier. Ces derniers temps, l'immobilier connaît quelques soucis aux États-Unis et en Chine, mais ça n'a pas pour autant arrêté les mouvements des touristes chinois qu'on continue de voir parce que les marchés financiers se portent bien. Alors, cette classe moyenne a été multipliée par 7 en Asie, a été multipliée par 3 en Europe, aux États-Unis par 2. En Afrique, elle évolue, mais elle reste encore dans des proportions, je vais dire, qui n'est pas encore à ce niveau-là, parce qu'il manque quelque chose. Il manque des revenus additionnels gagnés sainement. Il manque des revenus additionnels gagnés proprement et pérennes, c'est-à-dire les revenus qui sont tirés des marchés financiers. Conseil pour des investissements réussis. Selon plusieurs études, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on partage ça quand même. La première cause de stress est l'argent devant la santé physique. Vous pouvez vérifier ça après dans vos lectures, selon ce que les sociologues, psychologues disent, le travail et la famille. Donc, améliorer notre bien-être financier peut avoir des bienfaits sur notre santé physique et émotionnelle. 3 règles simples pour faire des investissements réussis sur notre marché. C'est de diversifier les investissements. C'est d'avoir, de s'informer sur la base de la finance. C'est ce que j'ai essayé de faire au début, pour vous montrer les acteurs et les liens entre ces différents acteurs et quel est l'impact de ces acteurs-là sur l'investissement en bourse. Et ensuite, investir régulièrement. Il ne s'agit pas ici d'attendre de réaliser, constituer, je veux dire, un paquet d'argent forcément important avant d'investir. On peut commencer par des montants modiques et capitaliser progressivement, comme Warren Buffett l'a fait. Alors, il peut quand même cependant avoir des écueils. Ça veut dire, malgré tout ce qu'on dit, il peut avoir, je vais dire, vous pouvez rencontrer certainement des problèmes de manque de temps, de méconnaissance de la finance et d'autres paramètres qui sont vraiment chronophages. Tels que, par exemple, vous êtes occupé, vous n'avez pas vraiment le temps de suivre l'évolution de l'activité économique qui va dans tous les sens à tout moment, surtout ces derniers temps avec tout ce qui se passe dans le monde. Il est très difficile de faire des prévisions. Le marché financier a des solutions. Ces solutions, vraiment, c'est de prendre contact avec un intermédiaire financier habilité, c'est notamment dans notre environnement, ce sont les sociétés de gestion d'intermédiation, les sociétés de gestion d'OPCVM et les sociétés de gestion de patrimoine. Ouvrir un compte titre, choisir le mode de gestion de son portefeuille et suivre la qualité du marché. Pour chacun de ces éléments, nous allons voir ce que nous offrons. Alors, au niveau des SGI, le choix de son courtier, ce tableau nous donne ici l'organisation. Je vous avais dit, si vous vous rappelez bien, au niveau des acteurs, qu'il y a l'acteur de tête, le peloton de tête, qui est la société de gestion d'intermédiation. Ils sont organisés en association. Au centre, ici, vous avez la présidente de ces associations qui vous dit ici, qui vous interpelle en disant que même les banques qui sont les dépositaires de nos épargnes investissent en bourse. Ça veut tout dire que le potentiel est là, il est fort, il n'attend plus que vous. Vous avez de l'autre côté M. Swalio, qui est le directeur exécutif de la PEGI, qui vous invite également, parce que si je parle moi-même, c'est comme si je presse ma chapelle, mais lui, c'est un acteur commercial du marché qui vous également interpelle en disant qu'il est nécessaire de placer son épargne. Et comment le faire? Le marché financier met à votre disposition, je lui ai dit, vous offre je vais dire à la date d'aujourd'hui, 35 courtiers qui sont les sociétés de gestion d'intermédiation. Ils sont répartis dans les 8 pays de l'UMOA, notamment 7 ou 8, voilà, de l'UMOA. Vous avez 35 sociétés de gestion d'intermédiation, dont 16 en Côte d'Ivoire.
Et dans ces 35 sociétés, vous avez environ 12 qui sont des filiales des banques. Si vous êtes dans une banque bien précise ici, vous pouvez, à travers votre gestionnaire de compte, prendre, prendre la tâche avec une société de gestion d'intermédiation pour vous accompagner dans votre projet d'investissement en bourse. Alors, je l'ai dit, la RGI est la seule habilité à vous accompagner dans cette entreprise, cette initiative. La RGI, vous avez, en termes de modèle de gestion, de modèle d'investissement, vous avez la gestion individuelle, où la RGI pourra vous offrir, elle peut vous offrir une gestion directe, ça veut dire vous participer à cette gestion-là au quotidien. Ça, c'est ses avantages, notamment le contrôle permanent. Vous avez un œil sur ce qui se passe au quotidien, si vous voulez. Il y a un libre arbitre sur le choix des titres constitués le portefeuille. La tarification est plus basse. Les inconvénients, c'est que c'est une activité qui prend du temps. La tarification, ici, quand je parle de tarification, c'est ce que le courtier peut-être va exiger de vous en échange des services qu'il vous rend. De l'autre côté, vous avez une gestion sous mandat. Là, la gestion sous mandat consiste à confier votre épargne au RGI qui gère vos investissements en fonction de vos attentes et de votre situation. Là, vous lui laissez complètement carte blanche et il gère pour vous, il vous rend compte de façon périodique en fonction de ce que vous aurez signé dans le mandat de gestion. Ça, c'est pour la gestion individuelle. C'est-à-dire que vous allez, en tant qu'individu, seul, vous décidez d'investir en bourse. C'est ça qui est la gestion individuelle, qui offre deux modalités, la gestion directe et la gestion sous mandat. À côté de cela, vous avez la possibilité ici de suivre votre portefeuille, quel que soit le modèle que vous avez choisi, à travers un certain nombre d'outils que la BFV met en place, notamment le BOC, qui est le bulletin officiel de la cote, qui vous donne le rapport quotidien de toute l'activité boursière. Vous pouvez également suivre les informations sur les commentaires, sur les tendances, ainsi de suite, à travers BFM TV. Et vous pouvez également avoir accès aux informations boursières à partir de la BFM en ligne. Vous avez la bourse en ligne, je vais dire. C'est une application qui a été développée par la BFM qui vous permet, à partir de votre téléphone cellulaire, de pouvoir accéder à un certain nombre d'informations. Alors, l'épargne salariale ici, il est important parce qu'il permet également de pouvoir investir dans un autre modèle. Parce qu'on s'est dit l'épargne salariale, si vous voyez bien la différence, la formule de l'épargne, c'est vraiment ce qui reste entre le revenu, c'est-à-dire quand vous déduisez la consommation de revenu, c'est ce qui est généralement, si on regarde la masse, je vais dire, les fourchettes des salaires, il ne reste pas grand-chose. Le taux d'épargne aussi, généralement, entre 5 et même 19% du salaire. Donc, il est encouragé ici de choisir une gestion collective de l'épargne. À la différence de la gestion individuelle que nous avons vu tout à l'heure, où vous allez, à titre individuel, pour investir dans un portefeuille, la gestion collective consiste à investir une somme d'argent dans un portefeuille de valeurs mobilières détenu en commun avec d'autres investisseurs. Dans le cas d'ici, Elite Entrepreneuriat, votre association, par exemple, peut décider d'ouvrir, je vais dire, d'opter pour une gestion collective. On verra tout à l'heure les détails en bas. Évidemment, il y a un certain nombre d'avantages qui est de confier son épargne à un professionnel qui permet un accès facilité à un portefeuille diversifié, puisque avec votre mise, le fait qu'il soit collectif vous donne une capacité d'investir sur plusieurs produits, la possibilité de choisir une stratégie d'investissement dont le niveau de risque est clairement identifié et maîtrisé, disposer d'un placement liquide, vous pouvez sortir à tout moment et la transparence est assurée par des rapports encadrés. L'inconvénient, c'est d'accepter de confier la gestion à un tiers et laisser le contrôle à quelqu'un d'autre. Alors, c'est l'univers, comme j'ai dit, l'épargne salariale, les fonds collectifs permettent d'investir facilement dans des actions et ou des obligations. Les investisseurs achètent des actions d'un fonds et la société de gestion qui s'occupe de ce fonds regroupe les capitaux afin d'investir pour le compte des investisseurs. C'est juste quelques éléments, des détails, d'explication du fonctionnement des fonds collectifs. Une action du fonds représente une portion des positions du fonds. C'est juste pour vous donner quelques éléments d'appréciation par rapport à l'action collective, qui reste, si vous voulez, c'est pratiquement comme une tontine financiarisée. Voilà. Et cette fois-ci, cette tontine ne vous donne pas seulement la mise de départ, mais vous donne également des intérêts, des dividendes, ainsi de suite. Alors, quelle est la valeur ajoutée de ces fonds communs, de ces investissements collectifs? C'est de diversifier le portefeuille directement d'emblée. C'est de partager le coût entre les différents membres, donc le coût revient encore plus bas. C'est une gestion qui est optimisée et il y a un effet dilutif. Ça veut dire, là, vous avez un paquet d'actions, donc c'est la somme des actions, des valeurs qui montent et des valeurs qui descendent, qui vous donne un net par rapport à, et ça, c'est un peu, si vous voulez, les risques
de cette gestion collective. Mais les risques en termes de... Ces risques sont limités puisqu'ils sont gérés par des professionnels qui également, eux, il faut le comprendre, sont rémunérés sur la base de la performance de votre portefeuille. Donc, à moins qu'ils soient des sorciers, pour vous laisser, je vais dire, pour laisser choix votre épargne, eux également, je vais dire, ils se suicident en faisant cela. Donc, ils ont tout intérêt à fructifier, à rendre votre portefeuille rentable, votre investissement rentable. Alors, il y a ici, c'est un schéma que je voulais bien partager avec vous, qui décrit un peu le cheminement pour mettre en place un fonds commun avec une gestion collective d'un groupe de personnes qui pourraient décider à un moment ou à un autre de mutualiser leurs ressources pour créer, pour une gestion collective sisma. Slide, on termine par ça. Je donne ici l'exemple de quelques fonds communs de placement d'entreprise avec leurs performances à certaines dates. Vous avez ici la date de lancement, par exemple, sur Natel, 19 février 2004. Et pour comment on appelle ça, une performance de plus 650% à la date d'impression de ce document, puisque l'évolue, c'est des valeurs liquidatives qui évoluent chaque jour. Et à la date à laquelle on a imprimé ce document, le fonds commun Sonatel et des agents de Sonatel a atteint une performance de 650% par rapport à sa date de lancement. Donc, ainsi de suite, vous voyez, je vais dire, c'est le même cas pour les autres fonds communs de placement qui sont gérés en gestion collective. Donc, voici quelques éléments que je voulais partager avec vous, un tour d'horizon rapide, compte tenu du temps. Voilà. En tout cas, merci de votre aimable attention. Et puis, on pourra toujours répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Brizois. Franchement, la présentation, je pense qu'on aura les avis dans le chat, mais la présentation est très complexe et ça nous permet de voir plus clair en fait sur l'ensemble en fait du marché. Vous avez passé en revue, revenu sur l'historique, la présentation de la bourse, les acteurs du marché, parce que c'est très important de connaître les acteurs, les indices et la performance en fait de ces indices. Et voilà, et comment rentrer dans le marché avec aussi les acteurs commerciaux qui nous accompagnent en fait dans ces différentes actions. Donc vraiment, je tenais au nom de toute l'Assemblée à vous dire merci. Parce que je pense qu'on aura des questions, mais beaucoup de questions, en tout cas pour les miennes, ont été on va prendre aussi d'autres questions, mais déjà d'emblée, moi, je veux continuer en fait sur la partie fiscalité. C'est un point qui n'a peut-être pas été abordé, mais généralement, lorsqu'on rentre sur le marché, à un moment, il va falloir peut-être sortir. Comment ça se passe en fait en termes de fiscalité? Parce que bon, je connais un peu plus la fiscalité française, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, quels sont les taux qui vont s'appliquer à la sortie? Vous souhaitez qu'on réponde aussitôt ou bien au fur et à mesure? On peut prendre la liste des questions si vous voulez, mais bon, si on peut reprendre au fur et à mesure, comme ça OK, va aller. d'accord. D'accord, mais pourquoi voulez-vous sortir? Je montré tout à l'heure les bras Warren Buffett, il faut y rester. Mais je veux Oui, bien que, voilà, je veux bien qu'on parle de fiscalité. C'est vrai qu'il y a une fiscalité qui est différenciée. La fiscalité sur les valeurs mobilières, généralement, c'est une fiscalité qui est perçue sur les plus-values et autres, qui s'élève à 12%. Et c'est 10%. L'IAVM, c'est 10%, je pense. Monsieur Kwasi peut me corriger. C'est entre 10 et 12%. Ça, c'est sur vraiment les revenus perçus sur la valeur mobilière. Mais ce n'est pas au moment où vous sortez, c'est juste les rémunérations annuelles ou bien périodiques quand vous avez accès, je veux dire, vous touchez votre gain en termes de revenus des valeurs mobilières où il y a une taxe, un impôt qu'on doit payer à l'État. Je crois que c'est entre 10 et 12%. Maintenant, il faut savoir que quand l'État, au niveau des emprunts obligataires, quand l'État émet l'emprunt obligataire, les revenus d'intérêt versés aux souscripteurs, aux investisseurs, s'ils sont ivoiriens, sont à 0%. Il n'y a pas de taxe là-dessus. Pour favoriser la collecte de l'épargne nationale et pour permettre aux Ivoiriens vraiment de s'intéresser à la bourse, c'est une mesure forte, une réforme forte que l'État de Côte d'Ivoire a prise. Donc, le seul impôt que je connais à date qui est applicable aux investisseurs, c'est l'IRVM, qui se situe entre 10 et 12%. On va confirmer le C'est bien ça. montant. C'est bien ça. Voilà.
On a le chat. Quels sont les critères que la BLVM utilise pour sélectionner les entreprises cotées? OK. Entreprise cotée. Bon, il faut savoir qu'il y a, il y a des, je veux bien, je vais dire, je pense que je reformule la question certainement, c'est les critères d'accès des sociétés sur la côte. Sur quels critères on accepte des sociétés à la côte. OK. Vous savoir que nous avons 3 compartiments pour les sociétés qui souhaiteraient s'introduire sur le marché action. Le premier compartiment, il est vraiment pour les très grandes entreprises qu'on appelle le compartiment, je pense, prestige. Hein, c'est ça, prestige. Vous avez un deuxième compartiment qui est les moyennes sociétés, qui est le compartiment euh, Monsieur Kwasi va me corriger. Et vous avez le compartiment des PME, qui est le compartiment croissance. Donc, chacun de ces compartiments-là a un certain nombre de règles précises. Je ne peux pas entrer dans tous les détails aujourd'hui, mais ce sont des critères de capitalisation, des critères de, de revenus, des critères de KPI en termes de croissance économique. Déjà, ce qu'il faut savoir de façon linéaire, c'est que le travail s'est fait. La base du travail ici d'appréciation prend en compte l'historique de la société. Voilà, voici les compartiments, voilà, qui sont là avec les différents euh, critères. Hein. Le premier compartiment, le deuxième compartiment, le troisième compartiment. La forme juridique, déjà, elle est là, vous arrivez à la lire, c'est la société anonyme dans tous les cas. Le capital social minimum, il est de 100 millions pour les grandes sociétés et de 10 millions pour la PME. La captation boursière ici, elle est assez standard. Hein. C'est vraiment le minimum qu'on puisse demander. 500 millions de francs CFA pour le premier compartiment, 200 millions pour le deuxième compartiment et non requis pour les PME. La période minimale d'activité, 5 ans pour la très grande entreprise, 2 ans pour la grande entreprise, mais un peu plus basse, mais qui n'est pas une PME, et la PME, 2 années. L'historique des comptes certifiés, c'est de 5 années. D'ailleurs, les comptes qui sont audités par le commissaire aux comptes, et 5 années pour la grande société, 2 années pour la moyenne société, mais je veux dire à un certain niveau, qui n'est pas une PME, qui est de 2 années. Et le troisième compartiment, c'est pour la PME, qui est également 2 années. La marge net sur chiffre d'affaires, voici vraiment les ratios. La marge sur chiffre d'affaires, 3% pour le premier compartiment, non requis pour le deuxième et non requis pour la PME. La division minimale du capital dans le public, peut-être que c'est ici qui cause souvent les soucis, c'est de 20% minimum pour les grandes sociétés. Ça veut dire le flottant. Si vous avez 100%, on vous demande juste de mettre 20% sur le marché à la disposition des autres investisseurs. 10% pour les PME. Et tous ces pourcentages doivent correspondre à un certain nombre d'actions, des titres qui circulent sur le marché, qui sont accessibles. La division de l'information, voici un autre point, souvent un achoppement qui peut-être explique un peu la réticence de certaines sociétés dans notre environnement ici, c'est la diffusion de l'information financière. Il faut communiquer avec les investisseurs pour leur donner l'état d'avancement, la performance, l'état des lieux. Il faut les rassurer puisqu'ils y ont mis de l'argent. Et, également communiquer sur tous les événements importants qui sont susceptibles d'impacter le bon fonctionnement de la société. Ce sont des événements vraiment, des informations vraiment minimales, mais qui sont nécessaires à la confiance, à l'intégrité du marché et à la sérénité des investisseurs. Vous avez également des conventions d'animation du marché qui sont des techniques qui permettent au marché, au titre d'être liquide. Hein. Vous avez la publication, le besoin ou non de mettre à disposition un business plan. Les 2 grandes sociétés ont déjà fait les preuves, hein, mais le business plan est requis pour la PME quand même pour pouvoir couvrir un peu je vais dire, le risque que les investisseurs prennent d'investir dans une PME. Comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment 3 grands domaines, 3 grands espaces de réflexion de travaux qui permettent aux entités d'être acceptées sur notre marché. C'est l'historique de la société, les valeurs actuelles et puis les projections, les projets à venir. Vous avez également un listing sponsor qui est non requis pour les grandes sociétés parce qu'elles peuvent se débrouiller toutes seules. Un listing sponsor qui est requis pour la PME. Le listing sponsor, c'est vraiment votre conseil financier qui va accompagner la PME tout le long de sa vie boursière. Parce que c'est un nouvel environnement et la PME a besoin d'être encadrée pour qu'elle se concentre amplement sur ses activités de production et de création de valeur. Maintenant, ça, c'est le marché des actions. Vous avez le marché des obligations en bas. Le montant minimum
qu'une entité peut emprunter, c'est 500 millions, comme vous le voyez, 500 millions de francs. En dessous, pour le moment, il est conseillé peut-être de voir les banquiers, mais nous sommes en train de travailler sur tous ces aspects-là pour que les PME puissent également avoir accès pour celles qui veulent se financer à long terme sur notre marché. Voilà un peu globalement les éléments qui sont prévus. Maintenant, je tiens à dire que pour le marché obligataire, il y a également la notation financière qui est requise pour pouvoir alléger un peu à la fois, rassurer les investisseurs et puis alléger comment je peux appeler ça, la garantie à apporter pour pouvoir accéder au financement à long terme par la dette sur notre marché. Donc, voici un peu les critères d'accès sur le marché action et sur le marché obligataire. OK. Donc, on a d'autres questions, on a plusieurs questions. Lorsqu'on ouvre un compte titre via un SGI, qui n'est pas une banque, comment se passe la perception des dividendes? Est-ce qu'il faut fournir un compte bancaire? Oui, bonne question. Effectivement, la SGI, son métier, c'est d'intervenir pour votre compte sur le marché. Mais les fonds, la circulation des fonds, ils restent toujours dans les banques. Hein. C'est elles qui ont ce monopole-là de garder des encaisses financières. Donc, quand vous ouvrez le compte avec la SGI, évidemment, dans son document, dans le formulaire, il y a forcément indiqué quelque part d'indiquer votre compte bancaire. Parce que, voilà, donc tout s'est fait, tout se dénoue, tous les mouvements se font à travers votre compte bancaire. Donc, le compte bancaire est omniprésent. Nous, on ne garde pas votre argent ici en bourse, ça reste dans la banque. Voilà, donc il faut comprendre. Nous sommes un marché où il y a des échanges et lorsqu'il y a transaction, les donnements, l'impact de ces donnements financiers c'est fait sur votre compte bancaire, là où vous l'avez ouvert. Et la SGI passe des écritures pour que ces fonds-là atterrissent dans votre compte bancaire, là-bas où ça y est. OK. Je pense que la question qu'il pose aussi avant, c'est de savoir est-ce qu'il est possible avec certaines SGI de suivre en fait son compte en ligne parce que parce qu'il n'est pas forcément à Abidjan. Ah oui, oui, absolument. Ça, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, on a la bourse en ligne déjà, qui est une obligation pour les SG ici, d'ici accommodés. Donc, là, dans, dans la mise en relation, dans le cadre de la signature de son contrat avec la SGI, il peut exiger ça dans une clause que, de façon périodique, il souhaiterait avoir un certain nombre, il souhaiterait avoir accès. La SGI va mettre vraiment, elle a l'obligation de mettre cette information à la disposition de l'investisseur. C'est pas négociable, ça. C'est une obligation réglementaire. Donc, quel que soit l'endroit où l'investisseur se trouve, il aura toujours accès aux informations de son placement, de son investissement. OK. En dehors du compte titre, y a-t-il un autre moyen d'acheter les actions? Je pense qu'on a- Non, vraiment, tout est centralisé au niveau du compte titre. Parce que vous savez que l'activité déjà boursière est assez complexe. Et le compte titre est celui qui permet de centraliser tous les échanges. Et à la vente comme à l'achat, tout est centralisé sur le compte titre. C'est comme un compte entier, vous avez fait la comptabilité. Un compte entier, les titres qui sont dans le portefeuille sont à l'actif. Les titres qui sortent sont je dis, au débit et au crédit. C'est ça, c'est des comptes entiers. Donc, le compte titre, c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est un jargon, mais il a, je vais dire, il reflète toutes les opérations qui sont réalisées pour le compte d'un investisseur. Donc, tout Et- l'historique et- peut être trouvé là. D'accord. Et est-ce que dans le cas où la gestion est pilotée par le particulier lui-même, est-ce qu'il est possible qu'il puisse s'aligner des indices, un peu comme des ETF qui existent par ailleurs? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des éléments que vous regardez? Est-ce que c'est des choses qui existent? Parce que l'avantage de suivre cette gestion en fait quasiment automatique, c'est d'éviter de payer quand même des tarifs élevés en fait au niveau des SGI. Donc, comment ça se passe? Est-ce que c'est prévu? Oui, écoutez, je pense que à ce niveau-là, il faut déjà vous assurer. En termes de tarifs, je pense quand même qu'on est dans des fourchettes raisonnables. Hein. Le taux de commission maximum, c'est 2%. C'est fixé de façon réglementaire. Et donc, tout ceci pour encourager les SGI à jouer sur le volume, pour stabiliser leur organisation. Et l'autre aspect, c'est que tout est négociable avec les SGI. Donc, c'est à vous de voir. Et puis, vous avez la possibilité si la SGI n'est pas, si vous jugez que la SGI n'est pas performante, vous avez la possibilité d'échanger de SGI. C'est vraiment pas compliqué. Ça n'amène pas dans les tribunaux. Voilà, c'est des choses qui se font facilement
à travers des procédures simplifiées pour passer d'une SGI à une autre SGI. Donc, on a tout fait pour que tout a été vraiment conçu pour laisser cette flexibilité-là des mouvements sur le marché. Ok, on a une autre question. Supposons que je suis un particulier ivoirien qui vit en France et je veux investir en BFVM. Comment je dois m'y prendre? OK. Ça vous assure. Voilà. Déjà, les SGI, il faut savoir que les SGI, c'est vrai, sont basés dans l'UMOA. Et je vous ai indiqué tout à l'heure que les SGI, nous avons 35 et il y a 12 SGI, 12 SGI qui sont des filiales des banques. Et ces banques-là ont des relations avec certaines banques qui sont en Europe. Donc, il s'agit de vous informer pour qu'il y a un certain nombre d'acteurs qu'on appelle les banques voilà, qui sont vraiment ceux qui permettent aux investisseurs étrangers de pouvoir intervenir sur notre marché. Donc, la première des choses, c'est de voir avec votre banque là-bas, dans le pays où vous êtes, voir avec quelle banque ils sont en relation, elle est en relation dans l'UMOA. Et à travers ces relations-là, pouvoir passer dans les BTTC et puis gérer, je vais dire, ces opérations-là avec les SGI localement. Autre question. Quelle est la plus grosse capitalisation boursière de la BFVM? Quelle est la plus OK. grosse capitalisation Oui, boursière? en ce moment, c'est Sonatel, la société des télécoms du Sénégal, une filiale du groupe Orange. Je crois qu'elle est pratiquement à 1700 milliards de francs CFA à la date du 31 août. Voilà, qui est suivi de près par Orange Côte d'Ivoire, c'est également une société du groupe Orange. Hein. C'est les deux sociétés-là qui dominent de loin la capitalisation boursière. Donc, c'est le secteur des télécoms qui domine en termes de capitalisation, mais en termes de nombre d'acteurs qui sont dans les différentes, comment je peux appeler ça, secteurs d'activité, c'est le secteur bancaire, avec une douzaine d'acteurs, une quinzaine d'acteurs qui dominent la captation boursière. Donc, vous avez ici, voilà, à date, la capitalisation, je crois, c'est quoi? Voilà, le nombre de titres, la captation boursière, vous l'avez à la dernière ligne, là, à la dernière colonne, pardon, quoi, si tu peux monter, pour qu'on voit les titres des colonnes, là, les titres des colonnes, les titres des colonnes. Voilà, capitalisation globale, voilà ici. Hein, la dernière ligne là, la dernière colonne, pardon, vous voyez le montant de captation boursière. Voilà. OK. Hein, on peut descendre à Sonatel, là, par exemple. Ouais, où on en est, Sonatel et puis Orange, je pense qu'ils sont un peu plus en bas. Sonatel, voilà. 2300 milliards. J'avais même sous-évalué. Yes. 2300 milliards de capitalisation. Orange d'autres quelque part. Euh, Orange, 2282 milliards de capitalisation. C'est des valeurs de marché. Et si quelqu'un, un Saoudien, vient à notre bourse ici avec une mallette qui vient acheter Orange, c'est ce montant-là qu'on va le réclamer. 2000 milliards. Yes, Et si vous êtes, encore. actionnaire, Encore. si vous êtes actionnaire d'Orange, vous avez une partie de ces 2000 milliards. Ouais, tu veux rêver ou pas? Oui, effectivement, ça fait rêver. Finalement, avec les indices, parce que vous avez parlé du BRVM composite, est-ce que j'ai cru voir aussi BRVM 30 aussi sur votre portail. Quels sont les indices peut-être qui performent le plus et qu'on peut suivre en général? Écoutez, il faut regarder plutôt le BFM Composite, hein, parce que c'est lui qui reflète vraiment, je vais dire, l'ensemble des valeurs cotées. Maintenant, évidemment, si vous voulez avoir une gestion élitiste, le BFM 30, là, qui est, lui, en tout cas, sa composition varie chaque trimestre. Ça peut répondre à une stratégie de gestion du portefeuille, particulièrement qui peut être utilisée par le courtier dans un sens bien précis. Et vous avez, je vais dire, le BFM Prestige pour les très grandes sociétés. Vous avez le BFM Composite qui vraiment prend en compte. Donc, tout dépend de la stratégie que vous voulez adopter.
OK. Si la BLVM prévoit de mettre en place, j'aimerais savoir si la BLVM prévoit de mettre en place des produits financiers regroupant des actions d'entreprise spécifiques qui seraient ensuite proposées à la vente. Ah ben oui, je pense que c'est des éléments qui pourront être étudiés dans le cadre de la mise en place des ETF, hein, comme il a dit tout à l'heure. Nous y travaillons, hein, puisque les ETF répliquent je veux dire, des valeurs d'entreprise. Hein. Donc, à un moment donné, on pourra développer un certain nombre d'ETF par rapport il y a certains besoins du marché. Donc, c'est possible. Mais aujourd'hui, je vais dire, la gestion collective ou bien la gestion de portefeuille des SGI permet de le faire à un certain niveau. Voilà, puisque lorsque vous entrez en contact avec la SGI, après le profilage des risques de votre portefeuille, il pourra proposer la constitution, je veux dire, de votre portefeuille, qui peut être à la fois constitué d'obligations ou d'actions essentiellement, ou bien des deux. Donc, ça dépend vraiment du type de risque avert je veux dire, que vous présentez, de votre profil des risques. Voilà. Donc, il y a déjà ça, embryonnaire. Je veux dire, on le fait déjà au niveau des SGI, mais pour la question qu'il a posée, revenant à la BLVM, je pense que c'est un autre niveau qu'on verra lorsque on travaillera sur les ETF. On est plus sur l'investissement, c'est dans ce webinaire, mais au niveau des produits dérivés, c'est également des choses sur lesquelles vous envisagez peut-être de venir, parce qu'en fait, on voit quand même l'engouement de certaines populations ou des plateformes qui ne sont pas très, très sécurisées, comme des plateformes de trading, Forex et tout ça. Est-ce que vous pensez que la mise en place des produits dérivés, par exemple, pourrait permettre de créer un certain engouement vers la bienveillance plutôt? Voilà. Oui, absolument. Et nous y travaillons déjà ardemment parce que nous avons eu, je vais dire, un certain nombre d'institutionnels que nous encourageons à investir davantage sur le marché action, par exemple. L'un des écueils là que nous avons, c'est que il y a, je vais dire, les normes prudentielles des sociétés d'assurance qui permettent de passer des provisions lorsque la valeur des actifs baisse de moins de 5%. Et c'est très préjudiciable à leur comptabilité et à leurs résultats financiers. Donc, ici, l'introduction des dérivés est très attendue pour permettre une meilleure gestion des risques. Et pas seulement pour les institutionnels, mais pour tous les investisseurs, les dérivés vont vraiment venir rendre efficient la vie boursière, la gestion des risques, tout ça va être désormais traité à un autre niveau pour assurer les uns et les autres sur l'intégrité, sur la résilience de notre marché. Donc, les dérivés sont attendus et nous y travaillons. Ouais. OK. On prend une autre question. Oui, on voit peut-être les 3 dernières questions. Question. J'ai voulu m'inscrire via le site de la BLVM, mais je n'ai reçu aucun mail. Pouvez-vous nous donner le bon lien afin de Bon, s'y inscrire? je Ensuite, pense quelles que sont les étapes à suivre? Comment pouvons-nous monsieur, contacter la SGI? la première question, Bon, c'était de vous inscrire sur le site le site de la la BRVM. BLVM. Bon, Mhm. monsieur Kwasi pourra répondre à ça. Le site Internet, vous l'avez dit. Le Oui, site c'est le site Internet, Internet. bon, Oui. monsieur Kwasi pourra répondre à ça, il est en copie. Maintenant, concernant l'autre question relative au Les étapes, SGI, comment est-ce qu'on peut contacter une société de gestion d'intermédiaire? écoutez, moi, on va mettre à votre disposition l'annuaire, hein, l'annuaire des SGI, où vous avez toutes les coordonnées, tous les points focaux, tous les points de contact, les emails, les numéros de téléphone. Et puis, vous pourrez, je vais dire, vous organiser pour entrer en contact avec ceux que vous allez trouver qui correspondent à ce que vous recherchez, quoi. Voilà. Parce que Mhm. là, voilà. Il y en a 35, hein, et il y en a 35 répartis dans les 8 États de l'UMOA. Voilà. Voilà. Sur le site de la BFM, vous avez leur contact. Directement. Et à partir de là, il y a d'autres documentations. Ils ont un site Internet, on peut partager le site Internet de la PSGI avec vous. Peut-être là-bas, il y a un peu plus d'informations sur les membres. Ils pourront également vous aider à, voilà, à psgi.org. Voilà. Beaucoup plus d'informations là-bas sur les membres. Que vous pourrez certainement contacter directement sur le site Internet. Je pense qu'il faut qu'on fasse un webinaire justement Ouais. parce qu'on a été contacté déjà par une société qui souhaite se présenter. Donc, ça tombe bien après la présentation de la BAVM de Ouais. contacter en fait les SGI pour avoir un peu plus pour approfondir un peu la chose. OK. Tout à fait.
D'accord. Donc, moi, j'essaie de prendre les 2 dernières questions. Est-ce qu'une société de droit française peut investir dans la bourse en Côte d'Ivoire? Oui, absolument. Je vous ai montré tout à l'heure les camemberts, là. Le Exactement. camembert, voilà, la géographie des investisseurs en bourse, il y a l'Europe dedans. Il y a aucun problème. Maintenant, si, je ne sais pas si la question, c'est de lever des fonds sur notre marché. C'est ça qu'il veut poser comme question. C'est aussi, c'est pour Je investir. sais pas. Si c'est l'investissement, c'est déjà fait, c'est déjà pratiqué. OK. Ouais. Les investisseurs de la OK. BRVM viennent de partout dans le monde. Ouais. Si l'investissement est possible. Heu, Oui, le Togo fait partie de la Et oui, BREF. oui, oui. Voilà. Oui. il y a même des SGI là-bas au Togo. Donc, il peut les contacter directement. Voilà. C'est c'est bon. Alors, je pense qu'on a fait le tour. On va laisser la parole à M. Brizois pour son mot de fin. Résumé, OK. Moi, je peux dire que moi, personnellement, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris de la BFDM, de son fonctionnement. Je comprends qu'il faut passer par une SGI pour pouvoir investir en bourse, sur la bourse, enfin, en BFVM. Du coup, il faut passer par une SGI. Ça, je savais pas, donc du coup, j'ai appris. Je vais mieux apprendre des SGI pour voir comment ça marche, comment ça fonctionne avec les comptes de titres aussi. Donc, j'ai déjà eu un aperçu de l'investissement en bourse grâce à ce webinaire et je veux encore une fois de plus remercier Monsieur Brizois pour l'opportunité qu'il nous offre d'apprendre gratuitement parce que ça peut être des formations payantes. Donc, du coup, gratuitement, merci beaucoup. Et Ouais. l'association Elite aussi vous remercie. On espère qu'on pourra avoir d'autres projets ensemble parce que nous, on a une représentation aussi en Côte d'Ivoire. On est un pays au OK. Cameroun, donc on essaye de s'élargir dans toute l'Afrique. Et puis, OK. merci beaucoup pour votre disponibilité. Monsieur Brizois, peut-être un mot Oui. de fin et puis peut-être un appel aussi à tous ceux qui sont de la diaspora. Oui, absolument. En tout cas, merci beaucoup de l'initiative et puis merci vraiment pour votre disponibilité à vous informer, à avoir pris la décision de vous informer sur la BRVM. En tout cas, nous vous attendons. La bourse est là. C'est notre instrument, nous tous. Et comme je le disais d'emblée, c'est un outil qui n'a pas vraiment encore été beaucoup exploité. C'est un puissant outil qui est aujourd'hui là, qui attend d'être vraiment utilisé pour pouvoir positionner nos différents États, nos différentes économies au niveau où elles devraient être, où elles doivent être dans les 10 années à venir. Aujourd'hui, nous avons, c'est vrai, parlé que d'actions d'obligations, mais il y a un certain nombre de nouvelles activités qui sont en train d'être développées pour pouvoir créer beaucoup plus d'instruments financiers, notamment pour les PME. Il y a un compartiment de PME qui est en place, qui est en train d'être redynamisé. Vous avez vu les critères d'accès. Nous vous attendons également sur ce terrain-là des PME. Vous avez certainement, avec ce type d'entreprise, je veux dire d'esprit d'entreprise, j'imagine que vous avez certainement des sociétés, des PME qui cherchent de nouveaux marchés. Sachez que les nouvelles frontières en termes de marché se trouvent en Afrique. Toutes ces batailles, vous êtes bien placés pour savoir que toutes ces batailles que les grandes puissances se mènent, je veux dire, mènent aujourd'hui pour être présents en Afrique, c'est juste pour pouvoir contrôler ces marchés-là. Donc, il ne faut pas être en reste. Il faut également, je veux dire, après l'investissement, les fonds que vous avez placés et autres, que vous servir à redynamiser vos PME qui pourraient également être introduites sur notre bourse ici et puis entamer une nouvelle vie de croissance. Et comme je l'ai montré au départ, la croissance, c'est la nouvelle frontière de la croissance en Afrique et elle a besoin d'être gérée par les Africains. Donc, nous attendons également, euh, en plus de l'investissement, nous attendons également sur le terrain du financement pour la levée de fonds de vos sociétés. Il y a beaucoup à faire en Afrique, tout à fait. Et véritablement, dans vos réflexions stratégiques, placer la bourse au niveau vraiment sur la table, dans vos cartographies de financement possibles. Il faut que la bourse figure pour le grand projet d'investissement, pour le grand projet d'extension, pour le grand projet d'internationalisation. Donc, pour ça, vous nous trouverez toujours des portes ouvertes à la BRVM et nous pourrons organiser autant de webinaires qu'il faudra pour aborder la bourse dans différents aspects. C'est un domaine qui est vaste et qui ne demande qu'à être exploité. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, passez le mot aux autres personnes de la diaspora. Nous sommes disposés. Il n'y a pas. Vous savez comment Katia, Madame Oueladi, je vais dire, est entrée en contact avec la BRVM. C'est la même
Je dis la même procédure que nous recommanderons aux autres frères de la diaspora. Il n'y a pas beaucoup de... On n'est pas très procédurier. C'est pas en contact avec nous. On trouve un créneau, on trouve un temps, on trouve une thématique, on en discute pour pouvoir passer à l'action. À la suite de ce webinaire, j'aimerais pouvoir vous dire que nous développons également un produit qui est destiné à la diaspora, qu'on appelle les diaspora bonds. Donc, nous vous encourageons véritablement à envisager l'ouverture de comptes titres. On a parlé de plusieurs, de deux modalités majeures qui sont, comment on appelle ça, la gestion individuelle ou la gestion collective. Mais à côté de ça, dans la gestion collective, il y a également le diaspora bond qu'on peut monter ensemble avec vous pour pouvoir investir dans des projets particuliers. Pour terminer, je voulais vous dire que je n'ai pas abordé cet aspect de la finance verte, mais nous travaillons également à développer tout ce qui est financement vert pour coller vraiment au changement climatique, au développement durable. Donc, sur ce terrain également, nous vous attendons pour pouvoir échanger des idées et faire quelque chose dans ce sens-là pour le bonheur de vos sociétés, de nos États et de nos familles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Brizois. Merci beaucoup, Monsieur Kwasi, aussi d'avoir été avec nous. Merci à tous pour votre disponibilité, pour avoir participé. Chez Elite, en fait, on ne veut pas être que dans la théorie, donc il faut qu'on passe à l'action parce que au-delà de tout ce qu'on a dit, c'est nos économies, en fait, ont besoin de rivaliser aussi avec les grandes puissances. Donc, investir aussi à la bourse, c'est dynamiser nos entreprises et permettre aussi, comme M. Kwasi Monsieur Brizois l'a dit, de faire rentrer de plus en plus de PME. Derrière, c'est un acte citoyen où il faut venir massivement et nous, on va vous donner des éléments, des instruments, des informations parce que c'est capital. Essayer d'aller collectivement pour que le plus grand nombre de personnes puissent en fait s'y intéresser et venir parce que parfois, il y a cette peur-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette peur a été cassée parce qu'on comprend mieux comment ça fonctionne et on sait qu'on a des interlocuteurs de taille parce que c'est eux qui gèrent le marché. Donc, si jamais on a le moins de soucis, on sait pouvoir passer un petit mail pour mieux comprendre quelle société de gestion et autres. Donc, vraiment, merci beaucoup pour votre participation et à bientôt pour notre prochain webinaire. Ça sera certainement avec une société de gestion ou bien avec une autre entreprise. Donc, voilà. Merci beaucoup et Merci. puis bonne soirée à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.